Bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire atelier qui met en lumière aujourd'hui le business model Canva Résilience qui permet de challenger la question suivante: comment repenser son activité pour continuer à la développer et à la réorienter? Nous sommes plusieurs opérateurs économiques du Brabant wallon ici autour de la table pour vous présenter cet outil très performant. Nous avons les ASBL CréaJob, Engine, Capinov, également l'Intercommunal du Brabant wallon est partenaire de cet atelier, et le GAL Culturalité en SB Brabançonne que je représente en tant que coordinatrice. Commençons par le commencement, mais qu'est-ce donc le business model Canva Résilience ici en l'occurrence? Le business model Canva est un outil très performant qui permet de retranscrire de façon assez simple le modèle économique d'une entreprise. Il va être utilisé en phase de création, bien évidemment, de l'organisation et de l'entreprise, de son activité, de lancement, mais il peut être aussi utilisé en cours de route, notamment dans des périodes de crise telles que nous les vivons, de façon à développer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Cet outil est intéressant à plusieurs égards. Tout d'abord, il va permettre, comme je le disais, de designer le modèle économique de l'entreprise en cartographiant de façon assez simple tous les éléments clés qui font le développement de cette entreprise, en les organisant et en les mettant en relation les uns avec les autres. En matière d'intelligence collective, c'est un outil qui va aussi qui va offrir un cadre très coopératif et très challengeant pour une équipe, un manager, de façon à susciter pas mal d'interactions au sein des équipes des différentes entreprises. C'est également un outil, par toutes les réflexions qu'il va susciter, qui permet de générer de la création de valeur et vraiment de produire des idées, des projets innovants, notamment dans une optique d'adapter le business de l'entreprise au contexte ou de développer, de se démarquer avec l'un ou l'autre service. C'est également un outil qui va permettre à une organisation de penser de façon plus itérative parce qu'une entreprise évolue, son business évolue, le contexte évolue. Et cet outil, en le réactualisant de façon régulière, va permettre de suivre l'évolution et de permettre d'y voir plus clair sur l'évolution du business des entreprises. Et enfin, je terminerai par là, c'est un outil qui, en synthétisant l'essentiel de l'organisation, va permettre d'être un support au pitch, à la présentation, à la communication même de l'entreprise. Mais nous vous invitons tous, je pense, à aller en savoir un peu plus sur cet outil dans cet ouvrage qui s'intitule Le business model nouvelle génération, qui est une lecture assez incontournable qui vous est proposée par les deux initiateurs, créateurs de cet outil business model Canvas, qui sont Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Voilà donc à quoi ressemble le business model Canva. Vous le voyez ici apparaître à l'écran. Et donc ici, en période de crise, la SOALFIN, qui est une organisation qui œuvre au développement économique de l'ensemble du territoire wallon, a rassemblé tout l'écosystème de ses conseillers économiques en groupe de travail. Et ensemble, lors de ces groupes de travail, durant ces crises sanitaires, ils se sont rendus compte à quel point il était nécessaire d'outiller les entrepreneurs de façon à les rendre plus résilients et donc d'anticiper davantage les chocs, mais aussi de mieux résister aux chocs, notamment amenés par des crises sanitaires, mais ça peut être aussi des crises économiques, financières ou d'ordre plus personnel. Donc vous voyez ce business model Canva qu'on va décrypter avec vous durant cet atelier. Au cœur de ce business model, ce BMC, on va l'appeler régulièrement comme ça de façon plus simplifiée, on a la proposition de valeur, le cœur véritablement, et gravite autour toute une série d'éléments clés qui sont et des éléments constituants de la faisabilité, de la désirabilité ou encore de la viabilité de l'entreprise. Et donc, mes collègues d'aujourd'hui vont vous décrypter en détail ces différents points, et nous commencerons par un socle, un fondement même de ce business model Canva qui va vous être présenté par Aline, qui est la raison d'être, la gouvernance. Aline Agon est chargée de relations création et croissance à la SBL Capinov. Là, je prends mes petites notes pour ne rien oublier. Capinov a des missions axées sur 3 pôles. Tout d'abord, le conseil aux entrepreneurs, aux startups, aux PME, mais également vous hébergez dans vos locaux à Nivelles plus de 40 sociétés au sein de votre centre d'entreprise. Et vous êtes également gestionnaire d'un centre de séminaire là, dans vos locaux, vous êtes basé à Nivelles. En 2019, vous avez créé ID2Move, qui est un incubateur spécialisé dans les systèmes autonomes et les drones, mais également ID2Foot,
qui est un écosystème fait pour les producteurs, transformateurs, entrepreneurs et consommateurs dans le cadre de l'alimentation. En 2021, enfin, vous avez créé ID2Green, l'écosystème axé de façon générale sur le développement durable. Voilà. Merci Marie, merci pour la présentation. Oui, il nous paraissait évident, avant de rentrer dans le détail des cases du BMC classique, de revenir peut-être sur la base, à savoir la raison d'être d'un projet, d'une organisation. Et donc c'est une des premières cases qu'on a ajoutées lors de ces groupes de travail par rapport à ce BMC. Et c'est quoi la raison d'être? C'est la définition des valeurs d'une entreprise, mais aussi la vision que le chef d'entreprise veut avoir par rapport à son projet. On considère que c'est bien souvent quelque chose que l'on met sur son site web et qu'on oublie de temps en temps. Or, c'est vraiment essentiel lorsque l'on crée son entreprise, mais aussi lorsqu'on doit faire face au changement. Et c'est tout ce qui s'est passé notamment dans le cas de la crise sanitaire, mais aussi les changements de la vie classique d'un entrepreneur. Donc passer du temps pour formaliser les valeurs qui sont le fondement de l'entreprise est important. Pour pouvoir maintenir la motivation, mais aussi rebondir. Et ça me fait penser à une entrepreneuse que nous avons accompagnée chez Capinov et qui avait à la base un projet et surtout une vision qui était de diminuer les déchets alimentaires par rapport à l'organisation d'événements. Le confinement a fait que les événements forcément ont été annulés. Elle avait aussi pas mal de team building qu'elle n'a plus pu réaliser. Et c'est véritablement en se rattachant à sa vision d'entreprise qu'elle a pu se dire mais qu'est-ce que je peux faire, toujours en rencontrant cette vision, comment je peux faire pour quelque part poursuivre mon activité d'entrepreneur. Et donc elle s'est associée à une autre personne et elle a proposé un service de contenants réutilisables pour l'Horeca. C'est vrai que ça a été une constatation qu'elle s'est faite qu'on avait beaucoup de déchets dans nos poubelles parce qu'on voulait tous soutenir les entrepreneurs, le secteur de l'Horeca, les restaurateurs, et donc c'était un des problèmes rencontrés par rapport à la crise sanitaire. Donc véritablement avoir une vision d'entreprise, ça permet d'être au clair aussi par rapport à son organisation, son personnel, ses associés. Et donc c'est un élément qu'un conférencier qu'on emploie souvent dans le cadre de nos accompagnements, Simon Sinek, a mis en avant avec le Golden Circle. Donc ça c'est une théorie des vidéos qu'on peut trouver facilement sur le web pour expliquer aussi tout l'intérêt de travailler sur sa vision d'entreprise. Et donc il a imaginé un outil que l'on voit ici probablement à l'écran, où il y a en fait 3 dimensions dans son cercle. Il y en a fait un premier qu'il appelle le why, ensuite un second qu'il appelle le how et le dernier qui s'appelle le what. Et il explique dans ses vidéos, une explication qu'il fera certainement mieux que moi aujourd'hui, que la plupart des gens savent très bien ce qu'ils vendent, c'est-à-dire le what. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs que nous pouvons rencontrer sont véritablement capables d'expliquer toutes les caractéristiques techniques de leurs produits, parce que c'est souvent quelque chose sur lequel ils ont passé beaucoup de temps, et c'est leur métier, donc ils connaissent très bien ce qu'ils vendent. Ils sont aussi tout à fait capables d'expliquer le how, c'est-à-dire comment ils le font. Et ça, c'est tout ce qui concerne la proposition de valeur qui sera expliquée tout à l'heure un peu plus dans le détail. Mais très peu ne prennent l'occasion de passer du temps sur le why, pourquoi ils le font. Et donc, il explique dans un exemple assez connu de Apple que, en tout cas, le représentant de Apple joue très bien sur cet élément-là, en mettant en avant le why. Et donc, pourquoi il a créé sa marque. Et donc, voilà, il explique dans son pitch qu'en démarrant par ça, on peut réussir dans des secteurs où d'autres ne réussissent pas, parce qu'on prend la peine d'embarquer le consommateur sur autre chose que les caractéristiques techniques. Et c'est bien souvent là que l'on arrive à vendre en fait son produit, parce que quand on a acheté une voiture ici dernièrement, enfin il y a peut-être des amateurs de voitures ici, mais moi je sais plus pourquoi je l'ai acheté que des caractéristiques techniques de ma voiture ou de ma boîte de vitesse. Donc voilà, la raison d'être d'un entrepreneur hyper important lorsqu'on se lance, mais quand on doit rebondir, comme je vous l'expliquais dans l'exemple de l'entrepreneuse, mais aussi par rapport à la force de communication et de vente d'un produit.
Donc si certains, les personnes nous rencontrent dans le cadre d'un accompagnement, c'est souvent un élément que l'on met en avant à travers la définition du why. Oui, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Annie, pour ces présentations. La raison d'être, effectivement, incontournable pour fédérer une équipe aussi, pour engager le personnel sur la même voie. Et donc, cette raison d'être et tous ces éléments du BMC convergent vers le cœur, qui est la proposition de valeur, dont va nous parler Sébastien Morand. Comment proposer de la valeur que veulent nos clients et donc bien cibler ce que l'on va proposer avec notre business. Sébastien Morand est directeur d'Engine. Engine se donne pour mission de changer la vie des organisations par la mobilisation d'outils pratiques et de méthodes qui permettent l'émergence des entreprises de demain et d'un territoire compétitif. Ça sent la vision d'Engine, effectivement, donc on y est. Engine propose aux starters à la fois d'accélérer leurs projets entrepreneuriaux grâce aux actions et aux événements que vous organisez. Engine propose également d'inviter par leurs actions, les entrepreneurs des PME et les grandes entreprises à s'inspirer de la capacité d'innovation des startups. Et Engine donne également, à l'instar d'une courroie de distribution, une très belle image, des méthodes à leurs clients pour atteindre leurs objectifs tout en autonomie. Voilà, je te laisse la parole pour le cœur de la proposition de valeur, Sébastien. Parfait, merci. Merci pour l'introduction. En effet, donc, la proposition de valeur, il est bien question ici de dire qu'est-ce que je vais proposer à mon client, mais pas, si je prends l'exemple d'un coussin ici qui est très confortable, on ne va pas proposer un coussin, ça c'est le watt, c'est je vais proposer du confort quand je m'assieds dans un fauteuil. Ça c'est la valeur. Et donc ça c'est vraiment important, puisque quand on décide de délivrer ça à son client, de un, il faut tomber sur la bonne valeur que le client recherche, et il faut très bien la formuler et essayer de transmettre ça. Alors, de fait, c'est beaucoup plus facile de dire « je vends une table en bois qui fait 1,20 m sur 1,20 m et 40 cm de haut », ou bien je vous vends comment appeler ça, une atmosphère dans votre salon qui sera traduite par un objet, finalement. Mais essayer de vendre cette atmosphère, c'est plus compliqué, et c'est là qu'est tout l'enjeu, et on retrouve cette case vraiment au centre du BMC, parce que c'est ça que votre client va acheter en réalité. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour essayer d'identifier cette proposition de valeur ou cette valeur? Déjà, on va partir du client, on y reviendra plus tard. Et une fois qu'on a un peu identifié son client, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que ce client a besoin? Quel est son problème? Et on va partir un peu en exploration par rapport à ce client. Et on va aller l'écouter, le rencontrer et se dire, mais finalement, à quoi est-ce qu'il aspire? À quoi est-ce qu'il aspire? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est quels sont un peu ses problèmes? Qu'est-ce qu'il rencontre comme difficulté quand il essaye de réaliser quelque chose? Alors pour ça, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle le Value Proposition Canva. Et cet outil est en deux parties. La première partie, un peu bizarrement mise à droite, puisque c'est le cercle. Et le cercle représente votre client. Et ce client, il a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire il a envie de prendre un bon verre dans son salon. Ça, c'est ce qu'il aimerait faire. Et puis finalement, il se dit, tiens, j'aspire à ce que ce soit confortable, que ce soit bien, à ce que mes invités se sentent bien. Et pour ça, j'ai toujours une difficulté parce que les sièges sont trop bas, ou on me propose que des tables en métal, ou ce genre de choses. Il y a toujours une ambiance un peu froide. Ce n'est pas ce que je cherche. Voilà. Et donc, vous, quand vous partez vers ce client, vous allez découvrir un peu tous ces aspects-là. Et dans votre business, quand vous avez une idée, c'est un peu le même principe. Vous allez chercher votre client et vous allez écouter et vous allez vous mettre à sa place, vraiment, avec une sorte d'empathie la plus grande possible. Vous allez un peu oublier votre solution, même beaucoup. Vous allez oublier votre produit, ce que vous voulez vendre, et vous allez juste écouter. Et vous allez remplir cette partie droite de ce canevas qui est « Mon client a des besoins, des douleurs et essaye de faire quelque chose ». Et puis dans la partie gauche, qui est le carré, vous allez, dans cette partie gauche, là, réfléchir à votre produit et réfléchir à est-ce que votre produit répond à ce que le client essaye de faire et est-ce que votre produit, finalement, répond à ses problèmes et à ses aspirations. Et si jamais la réponse est oui, votre produit a de grandes chances de se vendre. Donc là, vous aurez une proposition de valeur. Donc votre produit répondra aux besoins de valeur de votre client. Et donc ça, c'est toute la force de cet outil-là qui permet vraiment de s'assurer de la correspondance entre ce que vous allez proposer et ce que le client cherche. Alors évidemment, le client cherche beaucoup de choses. Votre produit va répondre à une partie d'entre elles.
et, si possible, une partie importante. Et donc, voilà, avec cet équilibre-là, vous pourrez continuer un peu dans le développement de votre entreprise ou de votre projet. Alors, il y a un homme, c'est Yves Pigneur, de nouveau, qui est à l'origine de cet outil et qui l'explique extrêmement bien dans une vidéo. Et donc, moi, je ne vais pas simplement continuer à me pencher là-dessus parce que lui, en moins de 3 minutes, explique son outil de manière hyper synthétique, hyper claire. Et donc, la vidéo peut démarrer. Vous allez écouter ça et on en reparle après. Je vais vous décrire le Value Proposition Canvas. En fait, on constate directement, même visuellement, qu'il y a 2 grandes parties. On a ici une partie rond qui va représenter le profil du client. C'est un profil qu'on va pouvoir observer ou sur lequel on va faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis ici, au contraire, j'ai un carré qui correspond à la proposition de valeur. Et vous vous souvenez, la proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que je vais offrir au client à partir des produits et des services que je vais lui vendre ou mettre à sa disposition. Je vais d'abord m'intéresser ici au profil client, avec 3 grands composants. On dit souvent, pour arriver à construire une belle proposition de valeur, il ne faut pas demander au client ce qu'il veut, mais il faut plutôt l'observer dans ce qu'il fait. Et c'est ce qu'on appelle les jobs à faire. D'accord ? Donc ça, c'est ici la première partie, c'est ce que le client doit faire. Quand il fait un certain nombre de choses, il a un certain nombre de souffrances ou de problèmes ou de craintes. C'est ce qu'on appelle ici les risques ou les souffrances ou ce qui l'embête, ce qui le chicane quand il opère, quand il effectue un certain nombre de jobs, comme une tâche à faire ou un problème à résoudre. Mais, à contrario, il a aussi des espérances, il a des gains potentiels qu'il anticipe, qu'il dit « Ah, si j'avais telle chose, ça serait tellement plus facile pour moi de faire telle action. » Une fois qu'on a observé ce profil client, l'idée est de construire, donc de faire le design de la proposition de valeur comme un effet miroir d'une certaine façon, c'est-à-dire d'essayer de réduire ça, augmenter ça et d'adresser ce problème. Donc la première chose qu'on va trouver en symétrie d'une certaine façon avec ces jobs à faire, ce sont les produits et les services que je vais offrir. C'est les caractéristiques des produits ou là, les caractéristiques des services que je vais mettre à disposition de mes clients. Enfin ici, je vais avoir entre guillemets, des antidouleurs, des médicaments d'une certaine façon, c'est-à-dire des choses qui vont essayer de réduire la souffrance, d'adresser les craintes et les risques des clients quand ils effectuent quelque chose. Et enfin, le dernier ensemble de composants dans ma proposition de valeur vont essayer de créer des gains potentiels et d'adresser, de dire « Ah, mais vous espériez telle chose, je suis en mesure de vous l'offrir. » Donc ça va créer des gains et adresser des espoirs plus ou moins cachés de la part des clients. Voilà en quelques minutes la présentation du Value Proposition Canvas qui s'intègre bien sûr dans le Business Model Canvas puisque ceci, vous vous souvenez, en était l'élément central. Voilà, pour aller plus loin. Yves Pigneur est belge d'ailleurs. Yves Pigneur est tout à fait belge, il vient de à Namur. noter sur la liste des personnalités, sachez-le. Non, c'est une star. Donc voilà, lui a expliqué cet outil qui est vraiment extraordinaire et donc dont le but est bien de faire correspondre les deux. Vous avez ici un petit slide qui résume un peu, je regarde juste ici, qui résume un peu l'outil et on est bien sûr job to be done, gains, pains et essayer de faire matcher ça. Et donc l'idée est vraiment de vous mettre dans cet outil pour démarrer. Alors cet outil, ici il y a un exemple qu'on vous proposait qui est le compte Nickel, donc qui est un compte développé en France par BNP Paribas. Et cet exemple en fait reprend un peu des gens qui n'ont pas accès au système bancaire en réalité. Donc qui n'ont pas accès facilement au système bancaire parce qu'ils sont un peu en marge de la société. Et donc, à ce moment-là, Fortis est allé, non pas Fortis, c'est belge, mais BNP Paribas est allé à la rencontre de ces gens, un peu découvrir leur réalité et voir ce qui bloquait. Et il y a des choses qui bloquaient, comme par exemple, il faut être domicilié, avoir un salaire qui tombe sur le compte, alors que ces gens, la plupart des fois, n'ont pas de salaire. Voilà. Et pourtant, ces gens aspiraient à avoir un compte bancaire pour rentrer finalement dans le système. Et donc, avec ce constat-là, ils ont développé le compte Nickel qui permet à ces gens d'accéder avec
les contraintes qu'ils ont, mais qui permet d'accéder à la réalité bancaire, dans une certaine mesure, avec certains garde-fous, mais vraiment un produit parfaitement adapté en partant des besoins des clients. En même temps, le système de distribution de ce produit a été pensé aussi pour ces gens-là, à travers ce qu'on appelle en France des buralistes, parce que ce sont des gens qui vont facilement dans ces endroits-là, et donc c'est facile pour avoir accès à ce compte bancaire. Et ça répondait aussi aux besoins de certains buralistes, parce qu'en analysant cela, par exemple, ils avaient un énorme besoin de se diversifier, de pouvoir attirer de nouveaux clients, de proposer des nouveaux services. Et donc, à travers le compte Nickel, BNP Paribas a vraiment pu répondre à deux besoins. Le premier, c'est les clients finaux et les distributeurs via ce raisonnement, finalement. Alors, tout ça est basé donc sur les clients. Alors, comment est-ce qu'on identifie ces clients? Il y a plusieurs possibilités. Il y a notamment le persona qui est bien connu, qui vous permet un peu d'imaginer votre client type. On peut extraire ou réfléchir à ce persona avec une empathy map qui permet d'aller vraiment se mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, et de réfléchir vraiment de cette manière-là avec un exercice un peu schizophrène, hein, mais un exercice vraiment en se mettant à la place après les avoir rencontrés. Et puis alors, il y a un autre outil qui est vraiment l'interview client que nous, on utilise beaucoup chez Engine. Et cette interview, elle permet vraiment d'aller explorer en fait, la réalité du client. Alors, il y a quelques consignes là qui vous seront transmises via le PowerPoint après. Mais voilà, vous avez au moins ici 3 outils pour partir à la rencontre du client. Voilà. Voilà. Il y avait l'impact sociétal environnemental qui faisait partie aussi et qui est intimement lié à la proposition de valeur, en tout cas qui impacte la proposition de valeur, qui était aussi proposé par Sébastien. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, l'impact sociétal et environnemental, ça, c'est une case qui a été ajoutée dans le BMC via les groupes de travail, parce qu'elle n'y est pas dans le BMC original. Et clairement, elle suit une tendance actuelle qui est de dire OK, on fait du business, mais finalement, quel est mon impact négatif, quel est mon impact positif? Alors, la grande difficulté là-dedans, c'est de le mesurer. Et soyons réalistes, pour le moment, il n'y a pas d'outil qui permet objectivement de dire, ben voilà, mon impact est positif ou mon impact est négatif. On est sur des notions un peu plus subtiles. Il n'y a pas de bilan comptable qui existe. Même si on prend un bilan CO2, par exemple, on pourrait se dire que c'est très rigide et très précis. Ben, c'est tellement flou de 1 sur ce qu'on met dans un bilan de CO2. Est-ce que je mets juste ma fabrication? Est-ce que je mets les déplacements de mon personnel? Est-ce que je mets les déplacements de mes clients pour acheter la table? Tout ça n'est pas très clair et encore une fois, il n'y a pas de normes. Et donc, ces impacts environnementaux et sociétaux sont très difficiles vraiment à objectiver. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Alors, il faut quand même le faire, évidemment, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on parle de développement durable, qui est intimement lié à la notion de résilience, finalement, on est vraiment sur 3 piliers. Alors, il y a le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental, qu'on peut représenter de différentes manières. Alors ici, ils sont représentés, imbriqués les uns dans les autres, en disant, mais finalement, la société repose sur son environnement et l'économie repose sur la société. C'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les SDGs. Parfois, ils sont présentés avec les 17 cases. Parfois, ils sont présentés sous une forme de gâteau de mariage. Où vous voyez le socle, plutôt ce qui est biosphère et biodiversité. Et puis, on s'appuie là-dessus pour tout ce qui est un peu social. Et puis, on met ce qui est économique dessus. C'est un peu la même idée ici. Parfois, on trouve 3 cercles imbriqués. On se retrouve au milieu. Il y a différentes manières de le voir. Mais en tout cas, il faut désormais que votre entreprise ou votre projet s'inscrivent dans cette démarche et dans cette réflexion. Et clairement, quand on parlait du Golden Circle, le why va rarement être mon why, c'est vraiment de devenir riche. C'est très rare chez les entrepreneurs que cette volonté soit non, un max de pognon, c'est ça qui me botte. C'est plutôt oui, mais pour faire quoi? L'argent n'est finalement qu'un moyen. Un moyen souvent de faire du social et maintenant de plus en plus souvent aussi de faire de l'environnemental. Et donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir rajouté cette case dans le BMC pour prendre en compte cet aspect-là et dire, attention, il fait partie de votre business model. Alors, il y a un outil que nous, on utilise qui s'appelle l'Impact Wheel. Et l'Impact Wheel, c'est une roue qui va vous permettre de réfléchir votre projet sur l'axe social, l'axe environnemental et l'axe économique. Alors,
toujours pour des porteurs de projets ou des startups, on est très tôt dans le business, donc souvent il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites par rapport à différents, par exemple la biodiversité ou même la culture d'innovation ou le bien-être au travail. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites par rapport à ça, et donc on va plutôt être sur des aspirations, c'est-à-dire moi, entrepreneur, mon entreprise de rêve dans 5 ans, j'ai 3, 4, 5, 10 personnes et elles se sentent bien, on travaille comme ça, on fait ceci, on aide l'environnement. Une fois par mois, sur le compte de la société, on va planter des arbres, on va aider, on aide ceci, on achète tout local. Bref, il y a toujours un peu cette utopie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'entrepreneur puisse projeter ses aspirations sur un outil à 360 degrés. Et l'autre chose intéressante de cet outil-là, c'est qu'elle aussi, elle vous amène sur des domaines, ou en tout cas sur des thématiques sur lesquelles vous n'avez peut-être pas pensé. C'est-à-dire, vous dites, tiens, moi je suis maraîcher et donc je produis de la nourriture bio, donc tout est bien, je fais de l'environnement et je fais du social. Ok, très bien, mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, à tout votre matériel, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est fabriqué, par qui est-ce qu'il est fabriqué? Donc là, on va plutôt s'inscrire sur les droits de la personne, tout au long de votre chaîne. Ah non, finalement, j'y avais jamais pensé, c'est vrai que je pourrais faire un effort là-dessus. Et donc, il y a des entreprises qui se pensent par essence, parce que leur produit est social ou environnemental, elles pensent tout de suite qu'elles le sont, et l'outil ici les amène à d'autres endroits en disant, mais attention, il y a peut-être ça auquel tu n'as pas pensé, ceci. Et là, ils trouvent des nouveaux terrains sur lesquels s'améliorer. Voilà. Mais donc ça, c'est l'Impact Wheel et ça permet vraiment d'aller remplir cette case. Est-ce que j'ai des impacts positifs et négatifs et comment finalement je peux les travailler? Merci beaucoup, Sébastien. Et je pense que l'on passe maintenant effectivement au pilier constituant de la désirabilité du business, de l'entreprise. Je passe à Céleste le petit curseur donc, du besoin à identifier chez le client et donc du client, l'utilisateur à identifier, des relations du coup qu'on va vouloir développer avec ce client et des canaux de distribution et de communication qu'on va devoir privilégier. J'en profite pour vous dire que vous ne devez pas hésiter à envoyer et à envoyez vos questions sur le site web et sur la page Facebook sur laquelle vous vous trouvez. Les organisateurs ici les récoltent et nous pourrons les traiter s'il nous reste du temps en fin de séance. Alors Céleste est chargée de projet chez CréaJob. CréaJob dont la mission est d'accompagner le porteur de projet vers l'autonomie dans l'étude et le développement de son projet d'entreprise. Pour CréaJob, le porteur doit rester l'acteur de sa démarche, il doit pouvoir prendre ses décisions et agir sur base de toutes les ressources qu'il a à sa disposition. L'objectif pour CréaJob est bien de guider le porteur afin qu'il puisse dégager un revenu pérenne de son activité et de son business. Je t'en prie, Céleste, sur les questions de désirabilité. Merci pour la présentation. Et donc moi, je vais ici me baser sur la désirabilité donc, du BMC qui regroupe en fait 3 cases. Donc la désirabilité, c'est quoi? On a vu la proposition de valeur et la désirabilité, c'est comment je vais partager cette valeur autour de mon entreprise et la partager envers mes clients. Et donc il y a 3 cases principales. Donc il y a les relations clients, les segments clients et les canaux. Et moi, je les ai divisés vraiment en 3 étapes par ordre chronologique. Donc, je dirais que la première étape, ce sont les segments clients. Donc, comme Sébastien en a parlé, il faut d'abord savoir qui sont mes clients. Parce que si je ne connais pas mes clients, je ne saurais pas aller les chercher, je ne saurais pas vendre mon produit ni mon service. La deuxième étape, ce sont les canaux de communication et de distribution. Donc, une fois que je connais mes clients, eh bien, où est-ce que je vais les chercher et comment j'interagis avec eux. Et la troisième étape, ce sont plutôt du coup les relations clients. Donc, maintenant que j'ai mes clients, comment est-ce que je peux les garder et les satisfaire. Alors donc la première étape avec les segments de clients, donc je ne vais pas revenir là-dessus en long et en large puisqu'on l'a déjà vu ensemble juste avant, mais donc l'idéal c'est vraiment de se dire il faut savoir qui est mon client, quels sont ses besoins et quels sont ses freins. Et donc il vous en a parlé tout à l'heure, vous pouvez faire classiquement le buyer persona, souvent on le fait au début de son activité, et moi je voudrais vous donner un petit conseil, c'est de le mettre à jour régulièrement justement ce buyer persona parce que tout change, on vit dans un monde où tout évolue constamment et donc c'est vrai que la manière de consommer change, la manière de se déplacer, de payer, de manger, tout change constamment et donc les besoins et les freins de vos clients changent aussi, évidemment. Et donc ici, vous pouvez vraiment faire des groupes de clients, donc des segments avec les clients qui ont des besoins en commun ou des comportements communs. Et donc ici, sur la présentation, vous retrouverez vraiment des critères qui vous permettront de
vraiment grouper vos clients. Et donc, vous avez les critères socio-économiques, donc tout ce qui est profession et autres, les critères démographiques, donc l'âge, le sexe, la situation familiale, les critères géographiques, donc où est-ce que mon client travaille et où est-ce qu'il habite, et les autres critères qui sont tout aussi importants, donc par exemple le mode de vie, sur quels réseaux sociaux les clients sont présents, quels sont leurs centres d'intérêt, puisque par exemple si mon client aime les vêtements, ben, il aime aussi d'autres choses, parfois c'est la décoration, et voilà, il faut vraiment cibler les autres centres d'intérêt de mes clients. Alors la deuxième étape, donc c'est les canaux de distribution et de communication. Alors premièrement, les canaux de distribution, donc c'est maintenant que je connais mon client, où est-ce que je vais le chercher et comment je distribue mon produit ou mon service. Alors ça paraît facile, mais ça ne l'est pas toujours. Et donc ici, on a divisé vraiment, il y a 2 types de canaux. Donc il y a la vente directe et la vente indirecte. Donc direct, c'est quand je vends tout de suite à mon client et que je m'adresse à lui directement. Donc je peux vendre en ligne, c'est de la vente directe aussi. Je peux avoir une boutique physique ou alors je peux faire de la vente indirecte. Et là, c'est quand je passe par un intermédiaire ou un partenaire qui va vraiment, lui, s'adresser à mon client final. Et donc, pour ça, il y a différents moyens. Donc, vous pouvez avoir une boutique physique, un site internet, vendre via les réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup. Maintenant, il y a des entreprises qui n'ont pas de site, mais qui vendent via les réseaux sociaux directement. Et voilà, vous avez d'autres possibilités. Et alors ici, les canaux de communication. Donc maintenant que je sais qui sont mes clients, maintenant il faut que je communique avec eux et que je leur fasse passer un message pour faire connaître mon offre. Et donc moi, j'ai mis l'accent ici sur 4 points hyper importants. Donc je dirais que si vous devez avoir des priorités, donc je les ai mis ici. Donc c'est d'abord l'identité visuelle. Donc l'identité visuelle, c'est tout ce qui est l'image de marque et l'image d'entreprise que vous véhiculez, on va dire. Et donc c'est tout ce qui est logo, les couleurs clés, les polices que vous allez utiliser. Et en fait, le but, c'est d'être vraiment reconnaissable sur tous vos supports. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, parfois, je descends dans mon fil d'actualité Facebook et je vois bien, je reconnais, là, c'est telle marque ou tel entrepreneur parce que je reconnais son logo, je reconnais ses photos, sa manière de parler. La deuxième chose, c'est de cibler les canaux que vous voulez utiliser. Et là, je voudrais vraiment mettre l'accent sur un point clé, c'est qu'il ne faut pas vouloir être partout à la fois. Donc, il faut être cohérent. Et donc, maintenant que vous avez identifié vos clients et que vous savez où les trouver, ça joue aussi sur votre communication. Il n'y a pas d'intérêt d'aller, par exemple, sur Instagram. Si mes clients ne sont pas dans la cible et qui ne vont pas sur Instagram, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux se spécialiser plutôt que de s'éparpiller. Et donc, dans les canaux, vous avez les traditionnels qui sont cartes de visite, flyers, etc. À ne pas négliger non plus, puisque parfois, maintenant, on est habitué au digital et puis on se rend à un événement de networking et on se retrouve sans carte de visite. Donc, voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'explique cela. Et les canaux digitaux, donc par exemple site internet, réseaux sociaux et autres. Et donc une fois que vous avez listé tout cela, il faut vraiment définir une stratégie de contenu. Donc je dirais qu'il y a 3 choses importantes. C'est premièrement définir des objectifs clairs. Et donc se dire, voilà, moi ce que je veux c'est vendre plus, ou alors je veux augmenter ma visibilité, je veux me faire connaître. Deuxième chose, c'est vraiment quel type de contenu je vais partager. Donc est-ce que moi je vais plus partager des conseils à ma communauté? Est-ce que je vais plutôt donner des petites citations pour être un peu plus ludique et voilà. Et puis la troisième question à se poser, c'est quel contenu et donc quel format. Donc est-ce que je vais plutôt faire des petites vidéos de format court, de format long, des photos ou autres. Et le dernier conseil, du coup, c'est de passer à l'action parce que c'est bien de lister tout ça, mais il faut s'y mettre. Et c'est ça parfois le plus compliqué. Et donc ici, je rebondis vraiment sur... J'ai mis l'accent en fait sur la communication digitale. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de résilience et qu'en fait, il y a beaucoup d'activités qui, pendant la crise, que ce soit la crise sanitaire ou pendant les périodes creuses ou les crises économiques, il faut savoir rebondir en fait et être proactif. Et il y a beaucoup d'activités qui n'ont plus pu faire de présentiel, par exemple, qui ont dû se digitaliser. Et c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus aujourd'hui. Donc là, j'ai reparlé de l'identité visuelle, mais si je dois vous donner un petit conseil en plus, c'est de parfois, déjà de faire appel à un professionnel pour faire un logo, par exemple, d'utiliser des couleurs clés que vous allez reprendre sur tous vos supports et de faire un mood board. Donc je ne sais pas si ici vous savez, normalement ici mes collaborateurs savent ce que c'est un mood board, mais donc c'est une planche d'inspiration qui reprend vraiment toutes les idées de votre activité, que ce soit avec les couleurs, des photos, c'est vraiment une planche d'inspiration pour toute votre activité. La deuxième chose, donc vous pouvez créer gratuitement un Google My Business. Donc ça prend quelques minutes et ça vous permet d'être visible dans les résultats des recherches. Pour les réseaux sociaux, alors on pourrait donner plein de conseils, mais ici je vais vraiment me concentrer sur 2 points. Donc le premier point, je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre
publier souvent et publier de la qualité. Parce que c'est vrai que publier souvent, oui, ça va aider l'algorithme et donc on va être plus visible. Mais par contre, si c'est publié pour ne rien dire, ça ne sert à rien. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Publier des citations de temps en temps pour soulager le contenu, c'est bien, mais publier des citations tous les jours, ça n'a pas beaucoup de sens pour vos clients. Et le deuxième conseil, c'est de soit vous former si vous n'êtes pas expert dans ce domaine ou de déléguer. Donc pour se former, il y a plein de formations qui existent à l'heure actuelle à ce sujet. Et déléguer, parce que parfois j'ai des personnes qui passent 8 heures pour faire un post Facebook. Hein. Et donc parfois c'est mieux de travailler 8 heures, de ramener de l'argent dans son activité et de payer quelqu'un qui le fera en 1 heure. Hein. Donc je pense que tout le monde sourit parce qu'on l'a déjà tous entendu. Donc il faut savoir déléguer aussi les choses et être là où on a le plus de plus-value, moi je dirais. Et quatrième chose, le site internet, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, il doit reprendre les informations essentielles et surtout il doit être bien référencé. Parce que parfois maintenant avec toutes les formations qu'on a, on sait faire un site via WordPress ou autre très facilement. Ça paraît intuitif, mais le problème c'est que si le site est chouette mais que personne ne tombe dessus parce qu'il n'y a pas un bon référencement, eh bien alors il ne sert à rien. Donc là c'est bien aussi de se faire aider. Et alors, la troisième étape, c'est les relations clients. Donc, c'est bien, maintenant, vous avez vos clients, mais il faut savoir les satisfaire et les garder. Et donc, vous devez soigner vos relations clients, soit pour en acquérir de nouveaux, soit pour satisfaire les vôtres et augmenter vos ventes, ou alors pour les fidéliser. Et donc, c'est là que, ici, on parlait tout à l'heure de proposition de valeur. On dit qu'il faut créer une expérience hors du commun. Et moi, je dirais qu'il faut créer une expérience en dehors de votre produit ou service. Et comme Sébastien disait tout à l'heure, c'est bien de vendre une table et il y a tout ce qui va autour. Et donc, ça peut être par le why du projet aussi. Et par plein d'autres choses. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être donner des conseils personnalisés, créer une communauté autour du projet, faire des programmes de fidélité classiques, hein, comme ça existe depuis longtemps, faire un chat, vraiment être disponible pour son client et qu'en dehors de ce qu'il a acheté, il ait une expérience et un contact qui est très positif. C'est ça qui satisfait les personnes en général. Et du coup, ici, il n'y a rien de plus concret qu'un témoignage pour vous illustrer tout ce que je viens de vous raconter. Et donc ici, je vais vous présenter un témoignage de Daphné. Donc Daphné, elle est professeure de yoga. Elle a ouvert un studio de yoga et pilates à Braine-l'Alleud. Et donc ici, vous pensez bien qu'en tant que professeure de yoga, elle a plus pu faire de cours en présentiel et que donc elle a dû rebondir et faire des cours en ligne. Alors c'est pas toujours évident pour une activité où l'humain est vraiment le contact au cœur de l'activité. Et donc du coup, je vais vous laisser avec la petite vidéo de Daphné. Bonjour, je suis Daphné Leguin, professeure de yoga, sophrologue. Je vends aussi des huiles essentielles et j'ai un studio de yoga à Braine-l'Alleud qui est ouvert ici au mois de septembre. Je dois dire qu'elle a été vraiment très très forte puisque étant professeure de yoga dans un métier de contact, un métier humain où forcément jusque-là je ne m'étais jamais dit que j'allais donner des cours en ligne et des choses comme ça. Ça a été un gros bouleversement. Je dois dire que surtout aussi personnellement au départ, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça arrive, une crise comme ça mondiale. Et on était en fait au Mexique quand ça s'est passé. Et donc on est rentré un peu en catastrophe finalement en dernière minute avant fermeture de l'aéroport, etc. Et quand on est rentré assez vite, j'ai dit à mon mari, on est dans une crise totale, tout le monde est en panique, tout le monde est stressé. Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir offrir à mes élèves, à mes amis, aux gens que je connais, un moment de break par rapport à tout ce qui se passe là maintenant. Et je vais faire des cours en ligne via Zoom, via n'importe quoi. Je vais un peu me renseigner et je vais essayer de faire quelque chose que je peux leur offrir pour qu'ils se sentent mieux. Et puis on a fait nos premières classes, j'ai fait mes premières classes du coup Zoom. Alors c'était assez épique, je dois dire, grosse sortie de zone de confort. Parce que c'est extrêmement difficile, je n'étais absolument pas professionnelle ou douée là-dedans. Et en fait les conséquences ont été que forcément, puisqu'on n'avait pas d'autres moyens de communication, j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux sociaux, à parler de ces cours en ligne et en live, à un peu être beaucoup plus active en fait sur le réseau Instagram et sur le réseau Facebook. Et ça m'a donné énormément de visibilité.
Et en fait, plein de personnes se sont inscrites, ont participé à ces cours et ça m'a fait comme une carte de visite ou comme un carnet d'adresse, si je peux dire, de personnes en fait, qui ont connu le yoga ou qui ont connu les cours parce que en fait, j'ai fait ça. Vers l'été du premier confinement, j'ai été sollicitée pour donner cours pour un événement en ligne pour Team Pink, donc pour le cancer du sein. Les cours étaient évidemment offerts, mais donc on était une vingtaine de professeurs et on a proposé chaque fois un cours en ligne. Et au travers de cet événement, qui était en fait sponsorisé aussi par le Décathlon, j'ai été recrutée pour faire partie de la team de professeurs qui donnaient les cours en ligne pour Décathlon. Et donc, grâce à ça, j'ai décroché un contrat de partenariat avec eux qui m'a permis après de développer des différents cours, différents programmes. Il y a des cours qui sont donnés en live toutes les semaines et on élabore aussi toutes sortes de programmes sur des thématiques qui sont là à la demande. Donc voilà, donc finalement, on va dire d'une chose quand même assez dure, difficile, mais est sortie pour moi aussi des nouvelles opportunités de partenariat, des nouvelles possibilités d'échange, une visibilité sur les réseaux sociaux qui a quadruplé. Donc clairement, il y a quand même eu un bel impact, on va dire au niveau communication dans mon business suite à la crise du coronavirus. C'est vrai que pour les clients existants, les élèves existants, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas pu reprendre, qui n'ont pas pu revenir, qui ont abandonné, voilà, il y a quand même un impact qui est quand même assez fort. Et heureusement, voilà, j'ai pu contrebalancer, on va dire, l'un avec l'autre, ce qui fait que c'est resté plus ou moins au même point. J'utilisais beaucoup YouTube, Facebook, Instagram, YouTube. Après, ma chaîne n'est pas encore au top comme j'aurais bien aimé, mais ça prend énormément de temps. C'est ça qui n'est pas évident. En fait, quand on s'y connaît pas très bien, c'est pas toujours évident parce que ça nous prend énormément de temps en fait. Les posts sur les réseaux sociaux, mais aussi gérer sa chaîne YouTube, on ne connaît pas toutes les options, du coup on chipote, etc. Pas forcément les bons outils, les bonnes caméras. Donc tout ça c'est vraiment petit à petit, je dirais qu'avec les mois on s'est professionnalisé petit à petit pour vraiment finir sur un résultat, je trouve qui maintenant est quand même assez bon. Voilà, témoignage de Daphné. Donc on s'excuse de la qualité du son qui n'était pas dingue, effectivement. Mais par contre, on remercie Daphné qui a pris le temps de s'enregistrer elle-même avec son matériel pour nous parler de son activité et de tout ce qu'elle avait pu rencontrer. Merci Céleste pour cette présentation. On va passer au pilier de la faisabilité de votre entreprise. Et donc, pour répondre à cette proposition de valeur, quelles sont les activités clés que l'on va devoir développer et donc quelles sont les ressources et les partenaires que l'on va devoir mobiliser. Et donc Aline, je te repasse la parole pour nous parler de ces dimensions-là. Oui, donc la faisabilité, c'est la partie gauche du BMC, donc c'est vraiment la traduction opérationnelle de ce qu'on va réaliser. Donc 3 cases importantes, comme tu le disais, les ressources clés. Ces ressources, elles peuvent être humaines, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être financières aussi. Donc on peut disposer de matériel qui n'est pas occupé ou que l'on peut louer lors des périodes moins chargées. Mais aussi on peut avoir du personnel qui est disponible. Et ça a été le cas d'une entreprise qui est hébergée notamment chez nous, qui pendant la crise s'est rendu compte qu'une de ses ressources clés, c'était son personnel. Un personnel qui avait des compétences techniques, manuelles, et elle s'est dit, bah, tiens, pour rebondir, est-ce que je ne capitaliserai pas sur ces ressources? Et ça lui a permis, c'est une entreprise qui est active dans le domaine du nettoyage en fait, et elle s'est dit, je vais je vais utiliser mes ressources humaines pour rebondir, et je peux peut-être
permettre de mettre ces ressources dans d'autres domaines. Et ça a été le cas de la construction des plexiglas et la distribution de gel hydroalcoolique que l'entreprise a pu vraiment, je vais dire, pivoter, comme on dit dans notre jargon, donc changer un peu son fusil d'épaule. Donc, ressources clés, c'est important de refaire peut-être le bilan sur ce que l'on possède en interne, aussi pour prendre du recul et se dire, tiens, qu'est-ce qui apporte réellement de la valeur aussi par rapport au client. Donc, étant donné, c'est ça la force de l'outil, hein, c'est d'avoir visuellement toutes les cases devant soi et pouvoir se dire comment je fais le lien et au final, est-ce que j'occupe vraiment, est-ce que mes activités représentent bien ce qui a de la valeur pour le client. Et donc de refaire le point, ça peut être intéressant. Et donc en miroir aussi, on a les activités clés de l'entreprise. Les activités, donc celles qui ont de la valeur pour le client, et donc vous avez des activités qui sont principales et des activités qui sont de support. Ça aussi, quand on est face à une période de changement, on peut se dire quelles sont celles que je peux peut-être sous-traiter, diminuer. Ça en vient aussi sur l'analyse des coûts qu'on verra tout à l'heure. Donc de pouvoir un peu mesurer l'énergie et les ressources que l'on met à disposition des clients. Encore un cas pratique, puisque j'aime bien expliquer des cas pratiques d'entreprises qu'on a rencontrés par rapport à ce phénomène de résilience. On a eu une entreprise qui était très spécialisée dans la conception d'outils assez techniques dans le domaine de l'ORECA. Forcément, en période de confinement, les entreprises ont fait moins d'investissements, voire pas du tout d'investissement. Par contre, il y a d'autres opportunités marché qui se sont un peu déclarées, dont notamment tous les gens qui ont été en confinement et qui ont refait parfois l'intérieur de leur maison ou, pour certains, comme il faisait beau, les cuisines extérieures. Il fallait du matériel qui était assez résistant par rapport aux conditions climatiques de l'extérieur et autres. Et donc, ils ont pu rebondir. En tout cas, c'est une des pistes qu'ils ont explorées. La digitalisation a forcément fait un bond en avant, comme on l'a expliqué, avec l'exemple de Daphné. Et donc, de pouvoir se dire quelle est mon activité clé est important. Et là, je rebondis sur plusieurs cas que nous avons eus d'entreprises qui, en effet, devaient former des gens, qui ont dû passer en digital et qui se sont appuyés sur la troisième case du BMC, à savoir des partenaires clés. Quand ce n'est pas son domaine à la base, d'être dans le digital, de concevoir une plateforme d'e-learning et autres, c'est intéressant de pouvoir se dire, est-ce que j'ai des partenaires parmi les gens que je côtoie, ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait avant moi? Ne pas réinventer la roue a toute son importance. Des partenaires clés qui peuvent nous aider au niveau stratégique pour avancer, pour se lancer dans de nouvelles directions, mais aussi au niveau visibilité. Et ça, on a vu pas mal la solidarité qui s'est mise en œuvre quand il y a eu le confinement, notamment pour avoir plus de visibilité pour des produits locaux et autres, notamment. Et on y croit fort à ces partenaires clés, forcément aussi chez nous, parce que comme tu le disais en introduction, on a mis en place différentes niches pour avoir des écosystèmes et on en voit un réel impact que les gens entre eux, parce qu'ils peuvent dialoguer, trouver des pistes de solutions, que ce soit pour nos systèmes autonomes alimentaires ou pour les aspects green chez Capinov. Ça marche assez bien de pouvoir justement identifier les personnes avec lesquelles on peut travailler et s'appuyer. Merci beaucoup Aline. Merci. Le réseau et les échanges entre pairs qui est primordial effectivement dans ce contexte-là également. J'en profite pour dire, c'est vrai que c'est un forum qui s'adresse majoritairement, dont les clients principaux sont des organisations économiques. Cet outil BMC, il est utile dans tout type de projet et que les organisations associatives n'hésitent pas à l'utiliser, même si en partie la source de leurs revenus et aussi de la subvention publique en partie. Mais donc c'est un outil qui est utile vraiment dans la gestion de projet de façon générale. Et donc passons à la viabilité du business, un socle transversal sur lequel reposent tous les éléments dont on vient de parler. La viabilité de l'entreprise qui est formée à la fois par les coûts, mais aussi les sources de revenus, et qui est circonscrit dans les dimensions durables et résilientes que doivent finalement aussi ici, dont doit s'affranchir le modèle de l'entreprise. Et donc Violenja, qui est directrice financière chez Créajob
CréaJob que je vous ai déjà présenté, va nous parler de la viabilité transversalement de l'entreprise. Merci Marie. Donc voilà, effectivement, donc je reprends le flambeau sur cette dernière partie du BMC. On va parler un petit peu chiffres. Ce n'est pas toujours le sujet le plus apprécié de la part des entrepreneurs et des porteurs de projets parce que ça semble parfois un peu technique et donc on se dit on va le laisser de côté. Mais pourtant, c'est hyper essentiel, évidemment, on ne peut pas s'en passer, puisque au final, même s'il y a un projet porteur de valeur, derrière, il faut quand même gagner sa vie avec l'entreprise qu'on porte et qu'on développe. Donc le BMC propose ici de dissocier coûts et sources de revenus. Par facilité pour la présentation ici, je vous propose de réfléchir vraiment sur ces deux éléments de structure financière, mais à travers deux concepts qui sont aussi très importants, qui reprennent évidemment les coûts et les sources de revenus, mais de manière un petit peu différente. C'est la rentabilité et la liquidité. Je vais y revenir juste après. Et puis on terminera, et ça nous servira un petit peu de conclusion finalement à toute la discussion qu'on a eue ici, sur les points durabilité et résilience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, se poser peut-être d'abord une première question, de se dire, mais tiens, finalement, en tant que chef d'entreprise, porteur de projet, dans les premiers instants, les premiers pas de son activité, est-ce que je suis équipée, est-ce que j'ai toutes les informations pour savoir où j'en suis au niveau financier ? On se rend compte, je pense qu'on est tous aussi un petit peu dans la même situation à ce niveau-là, que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas suffisamment au fait de leur situation financière. Et quand on n'a pas identifié là où le bas blesse, on ne sait pas non plus quelles sont les actions à mener pour les corriger. Donc vraiment essentiel d'abord de se poser la question de où est-ce que j'en suis, quels sont les niveaux de mes principaux indicateurs. Et ceux que je cite ici sont en général à suivre, évidemment, le chiffre d'affaires, la marge, les frais fixes et la valeur disponible, donc le cash sur le compte en banque. Et pour ça, il y a des outils relativement simples pour lesquels il ne faut pas être un grand technicien pour savoir les utiliser, que sont le tableau de bord et le tableau de trésorerie. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les développer ici, ça nous prendrait trop de temps, mais voilà, c'est des outils en tout cas à retenir. Petit conseil là-dessus aussi, évidemment, on ne va pas faire ça seul, on va travailler avec des partenaires. Aline nous parlait des partenaires clés, mais dans ceux-ci, on va trouver souvent son banquier et son comptable. On va y en reparler dans les actions possibles au niveau financier, mais il est évidemment très important d'avoir une relation de transparence, de confiance et une bonne communication avec eux parce qu'ils vont être des ressources finalement pour l'activité en tant que telle. Maintenant, même si on peut avoir des contacts et une relation très, très confiante avec ces partenaires-là, on ne peut pas se dire qu'on leur délègue la gestion de l'entreprise. L'entrepreneur doit rester le pilote à bord. J'aime bien l'image, je vais la réutiliser juste après, que l'entrepreneur, il est au volant de sa voiture. Le comptable, il lui donne des informations dans les rétroviseurs, savoir ce qui s'est passé, quel est le chiffre qui a été réalisé auparavant, quelle est sa base imposable, etc. Mais pourtant, l'entrepreneur, il reste au volant, il doit pouvoir éviter les obstacles, il doit pouvoir anticiper. Donc c'est indéniable, il doit être au courant de ces différents chiffres. Pour revenir donc sur l'aspect liquidité, rentabilité, une petite image, je trouve, qui est assez parlante. C'est l'idée de se dire que la liquidité, c'est l'argent qui est sur le compte en banque qui va permettre de faire tourner, mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, c'est l'essence, le carburant qu'on va mettre dans la voiture pour arriver à l'objectif qui est la rentabilité, le fait que finalement, en tant qu'entrepreneur, vous dégagez un bénéfice, tout simplement. Alors, premier élément sur lequel on va réfléchir dans qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les actions possibles. Donc, la question de en quoi est-ce qu'on peut agir sur la rentabilité. Et donc, on va reparcourir un petit peu le schéma classique du compte de résultat, depuis le chiffre d'affaires jusqu'au bénéfice. Donc, premier poste, le chiffre d'affaires ou les ventes hors TVA. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus de manière assez classique ? On peut déjà augmenter ses prix. Première chose, ça fait en sorte que, à volume égal, on a plus de chiffre d'affaires. On peut aussi augmenter sa base de clientèle, avoir un nombre plus important de clients. Évidemment, ici, je ne rentre pas sur le comment, puisque tout ce que je vous raconte ici, les chiffres, ce n'est jamais qu'une traduction chiffrée de toutes les décisions, toute la stratégie qu'on a pu mettre en place à travers les autres cases. Donc voilà, c'est transversal et c'est en appui à tout le reste. On peut fidéliser sa clientèle, là on est dans la relation, comme Céleste nous a dit, donc faire en sorte que le client revienne de manière plus régulière qu'avant.
Et puis, peut-être de manière un peu plus résiliente, me dire, mais je peux peut-être attaquer un nouveau segment, changer ma façon de vendre et voir si je n'ai pas des personnes qui, par rapport à ma proposition de valeur, seraient intéressées aussi par ce même produit ou service. Me diversifier, et donc là, à l'inverse, c'est proposer autre chose à un segment existant. Ou encore, je peux aussi, à travers une nouvelle réflexion sur ma proposition de valeur, ajouter de la valeur au produit ou au service que je vends et du coup, être en capacité de vendre mon produit un petit peu plus cher que ce que je le faisais avant. Et enfin, on n'y pense pas toujours, mais c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est de penser à monétiser autrement mon produit ou mon service. Il n'y a pas que le simple achat, on peut imaginer la location par exemple. Voilà, il y a des choses vraiment à l'abonnement, il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a son chiffre d'affaires, on va en déduire ses achats de marchandises, donc tout ce qui est nécessaire pour réaliser ce chiffre d'affaires, ce qui va nous donner notre marge brute d'exploitation. Quelles sont les actions qu'on peut mener à ce niveau-là? Et ça va revenir sur tous les aspects dépenses, j'ai envie de dire. Comparer les prix, ne pas se contenter du premier contact, du premier fournisseur, de celui d'à côté, qui peut être parfois très pertinent, mais vraiment faire l'exercice de comparer les prix. Et parfois comparer les offres qu'on a reçues, pas uniquement sur le prix, aussi sur les conditions de paiement, les conditions de retour, par exemple, qui peuvent être importantes, les délais. Qu'est-ce qu'on peut encore faire là-dessus? On disait monétiser autrement ses ventes, on peut aussi réfléchir autrement ses achats. On n'est pas toujours obligé d'imaginer l'achat individuel. On peut réfléchir et se dire qu'on est sans doute plusieurs à avoir des achats en commun. Et c'est un secteur où je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de ce type de fonctionnement. C'est le secteur du food notamment et de la transformation. Quasiment tout le monde a besoin de bocaux. Plutôt que chaque entreprise acheter ses propres bocaux, si à 4, 5, 10 entreprises, ils arrivaient à faire des commandes communes de bocaux qui sont relativement standards, vous voyez les WEC par exemple, les conditions d'achat vont être complètement différentes et le rapport de négociation aussi entre le fournisseur et le petit producteur qu'il y a derrière va pouvoir changer. Donc il y a vraiment possibilité d'imaginer les choses différemment à ce niveau-là. Évidemment aussi, on parlait de rapport de force, ne pas hésiter à négocier des remises en fonction du volume qui se développerait. Au-delà des achats de marchandises réalisés pour la production ou la vente directement, on a toute une série de frais fixes qui vont venir en support. On peut penser à la pub, aux frais de déplacement. Il y a toute une série de frais qui sont vraiment souvent aussi importants et conséquents. De nouveau, même conseil, comparer les prix, ne pas toujours s'arrêter à la première proposition venue. Je rejoins ce que Aline nous disait tout à l'heure en disant j'ai des activités clés, des activités qui sont la base de mon projet, mais j'ai aussi des activités de support. Et là, la question parfois est bien de se poser, est-ce que ça vaut la peine que je les fasse en interne? Est-ce que plutôt je ne me poserai pas la question de gagner en efficacité pour me concentrer sur mes tâches essentielles parce que c'est finalement pour ça qu'on est formé et pour ça qu'on est équipé. Et enfin, sur les frais fixes, de nouveau aussi, on a parlé d'achat groupé, collaborer. Ça peut de nouveau être une manière de réduire ces frais. Alors, souvent, on a aussi besoin, au-delà de tout ça, d'investissement, d'outillage, de matériel plus conséquent pour réaliser son entreprise. De nouveau, comparer les prix, je n'y reviens pas. On pourrait aussi louer le matériel, surtout vraiment en démarrage d'activité. Moi, le conseil que je donne à la plupart des porteurs de projets quand il n'y a pas d'obligation de passer directement à l'achat qui va générer un besoin de financement important et parfois une demande de crédit, s'il y a la possibilité de louer d'une manière ou d'une autre le matériel, ça vous permet vraiment de tester. Alors certes, la rentabilité, la marge que vous allez faire sera certainement moindre, mais au fur et à mesure, vous allez accumuler du bénéfice que vous pourrez réinvestir et à ce moment-là, dépenser l'argent de manière beaucoup plus sereine avec derrière vous plus de sécurité financière et une assise beaucoup plus importante. Dans la même idée, on peut aussi partager des outils et ça se fait. Ici, on ne peut pas vous lister toutes les solutions qui existent, mais de nouveau, si je reviens sur le secteur du food, ça existe, des cuisines partagées qui sont mises à disposition en location et donc de nouveau, ça permet de réduire drastiquement les investissements de démarrage.
Et enfin, on arrive à notre bénéfice imposable. Donc nous avons là parcouru tout le déroulé du compte de résultat. J'arrive maintenant sur la deuxième partie, donc mon carburant, l'huile dans mes rouages, qui est la liquidité. Donc ici, l'idée d'avoir du cash sur votre compte en banque pour être capable de faire face à vos échéances au quotidien. On sait que pendant la crise du Covid, c'est d'abord ça qui a été un problème. Et donc là aussi, différentes petites recettes à tous les niveaux. Donc les recettes ici, dans ce sens-là, c'est ce qui va approvisionner votre compte. On a d'abord évidemment les ventes. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut d'abord penser à raccourcir les délais de paiement octroyés aux clients. On ne se rend pas compte, mais le fait de donner des facilités de paiement fait en sorte que l'argent il reste sur le compte des clients, il n'est pas sur le compte de l'entreprise. Et donc forcément, ça peut engendrer, à grande échelle, quand ça s'accumule, des soucis de liquidité. Là aussi, parfois c'est laissé dans les tiroirs, mais pensez à faire de temps en temps le tour de ces impayés. Faire des campagnes de rappel, suivre ça de manière très rapprochée, ne pas laisser le temps filer. Vos clients, sinon, ils s'y habituent. Ils savent que, ah oui, mais celui-là, ce fournisseur-là, il ne se tracasse pas trop, il est cool, je le laisse venir, j'attends son premier appel avant de payer. Non, de nouveau, il vaut toujours mieux avoir l'argent sur votre compte à vous. Si vous pouvez vous le permettre et que vous avez vraiment, de nouveau, je reviens avec cette idée de on va prendre les actions en fonction de la situation dans laquelle on est, de la difficulté qu'on pointe. Donc, si on se rend compte qu'on a un souci de liquidité du fait de rentrée de recettes tardives, on peut peut-être se poser la question, tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de privilégier le B2C plutôt que le B2B, donc d'aller directement vers le consommateur final plutôt que vers un client entreprise qui d'office, lui, a un délai de paiement plus long. C'est une manière, en réorganisant ici ces segments clients, aussi de faire en sorte que l'argent rentre plus vite et donc, au final, d'améliorer la liquidité. Autre chose qui peut venir approvisionner le compte en banque, c'est le financement, le crédit. Eh bien là, on peut se poser la question à un moment donné, tiens, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher un nouveau crédit? On parlait de relation de confiance avec le banquier. Alors évidemment, la situation idéale, c'est d'avoir un projet qui est mûri, réfléchi. De nouveau, l'outil qu'on vous propose ici permet d'avoir cette réflexion-là, une certaine cohérence qui va faire en sorte que vous serez en capacité de convaincre le banquier. Si vous allez vers le banquier en disant juste « je suis en difficulté, il faut m'aider », sans avoir de plan de sortie, ça risquera d'être beaucoup plus difficile. En termes de financement aussi, je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'à différents niveaux, il y a des aides qui ont été mises en place, que ce soit au niveau régional, au niveau fédéral, par l'État. Je vous mets ici dans le slide quelques liens pour pouvoir les identifier. De nouveau, on passerait beaucoup de temps à en refaire le tour. Mais vous avez à la fois le guichet wallon qui va vous permettre vraiment, en fonction de votre situation, d'identifier toutes les solutions possibles. La Sowalfin, évidemment, qui propose aux entreprises toute une série de solutions de financement, mais aussi de garanties. Et enfin, j'ai noté aussi tout ce qui était lié aux indemnités Covid, ainsi que, la base de données Midas, qui reprend vraiment toutes les aides de la région wallonne. J'ai envie de dire ici, il ne faut pas se ruer sur tout ce qui existe, il faut sélectionner. Il y a aussi des solutions pour vous aider à sélectionner, il y a des structures qui existent à ce niveau-là. Et ne pas se dire que tout est bon à prendre. Attention quand même que chaque chose peut avoir des conséquences en termes de remboursement si c'est un crédit, mais parfois aussi en termes de fiscalité sur certaines aides. Donc surtout, en fonction de ce vers quoi vous vous dirigez, renseignez-vous sur les conséquences à plus ou moins long terme. Et enfin, quelque chose qui est aussi devenu très en vogue depuis quelques années, c'est le crowdfunding. C'est l'idée de se dire, tiens, de nouveau, en lien avec ce qu'on a dit depuis le début, j'ai une activité qui est porteuse de sens, de valeur, pour laquelle j'ai une vraie raison d'être. Et donc, autour de cette raison d'être, je suis en capacité de mobiliser mes clients. Et autour de ça, s'ils veulent me soutenir d'une manière ou d'une autre, le crowdfunding est souvent quelque chose qui peut être une solution. Isolément, c'est difficile évidemment de se dire qu'on finance la totalité d'un projet par le crowdfunding. C'est aussi un outil finalement de communication, mais ça peut faire partie en tout cas du montage financier. Tout à fait.
J'en viens maintenant à la partie dépenses, donc toujours sur mon compte en banque, qu'est-ce qui va sortir? Eh bien, forcément, tous mes frais, tous mes investissements, mes achats. Et là, dans certains cas, ça vaut la peine de se poser la question, tiens, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon timing pour faire la dépense? Est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite? Est-ce que je peux le reporter? Est-ce que je peux trouver une solution intermédiaire en attendant? De nouveau, on parlait tout à l'heure de raccourcir les délais des paiements de mes clients. Ici, c'est l'inverse. On a évidemment intérêt à les allonger. Donc, à voir ce qui est possible avec votre fournisseur en termes de négociation sur les délais de paiement. Un point où le bas blesse souvent aussi, c'est la gestion des stocks. Si votre entreprise est une activité de transformation, une activité d'achat-revente, vous allez souvent avoir un certain montant en stock. De nouveau, c'est peut-être un indicateur clé à surveiller. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il évolue? Mais le stock, en termes de liquidité, c'est vraiment le point noir, quoi. C'est de l'argent qui dort, c'est quelque chose qui ne rapporte rien en général, voire parfois même qui perd de la valeur. Donc réfléchir aussi à voir si je ne peux pas modifier ma manière de gérer mon stock. Travailler plus sur commande, n'avoir en stock que les pièces qui sont plus difficiles à obtenir. Enfin voilà, c'est aussi vraiment quelque chose qui est à mettre en question. Dans mes dépenses, j'ai mes remboursements de crédit aussi. Et là, deux éléments essentiels, éventuellement, de nouveau, sans aller dans une vision complètement défaitiste, mais on peut imaginer, il y a eu des solutions proposées, notamment par la Soalfin dans ce sens-là, pour reporter une échéance qui était simplement redéplacée en fin de plan de paiement, ou bien de renégocier le contrat de crédit que vous avez en cours avec votre banquier, toujours dans cette relation de confiance dont on a parlé tout à l'heure. Souvent, quelque chose qu'on n'aime pas, qui arrive un petit peu en bas du tableau, c'est les paiements qui sont dus à l'État. Donc ça, tout indépendant, toute entreprise y est soumis, la TVA, les cotisations sociales, les impôts. Je vous apprends probablement rien à ce niveau-là. Mais par contre, là aussi, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas encore suffisamment les mécanismes, à quelle période est-ce que ça se rapporte, les recalculs, les régularisations de cotisations sociales qu'on reçoit plusieurs années après l'année en cours, et où on se retrouve parfois à tomber des nues quand on ouvre le courrier avec une somme mirobolante à devoir sortir, alors qu'à côté de ça, on paye quand même ses cotisations trimestrielles, etc. Et souvent, par-dessus le marché, voilà, ça arrive, tout arrive toujours au même moment, et souvent au mauvais. Donc, le premier conseil à ce niveau-là, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre les mécanismes, d'en parler avec le comptable, ou de trouver des explications pour aller en profondeur sur ce système et l'anticiper un maximum. Il y a vraiment moyen de gérer ce système-là année après année pour éviter d'avoir des choses qui se reportent comme ça d'une année à l'autre, avec des décalages qui se créent parfois de plus en plus grands. Il est toujours possible aussi, en cas vraiment de difficulté au niveau des cotisations sociales, de discuter avec eux, toujours avant d'être en retard. Mais il y a des solutions qui existent. Et donc, dans ce cas-là, prendre contact avec sa caisse d'assurance sociale. Et enfin, dernière chose, avant d'arriver au résultat final, c'est votre rémunération propre. C'est le prélèvement qu'on prend sur son activité. Et je pense que, pas ad vitam évidemment, mais à certaines périodes, ça vaut la peine de se poser la question de manière définie dans le temps et d'oser se dire, tiens, est-ce que je pourrais me permettre de me prélever peut-être un petit peu moins, histoire d'assurer la continuité de mon entreprise, au moins en termes de liquidité en tout cas. Voilà, et donc une fois qu'on a déduit toutes nos dépenses de nos recettes, nous arrivons à ce qui nous reste en cash disponible sur le compte. Et donc j'en terminerai par la dernière thématique, durabilité et résilience, qui va un petit peu nous servir de conclusion. Vous allez comprendre sans doute, vu les thèmes qui sont abordés. L'idée, c'est de se dire, et je pense que si vous êtes là à nous écouter, c'est peut-être que vous êtes déjà dans cette démarche-là, mais que ça vaut toujours la peine de prendre le temps de l'évaluation. Voilà, tout change. On a vécu la crise avec plein de changements qui ont été très très vite. Je pense que tout le monde s'est rendu compte, ne fût-ce qu'à travers le télétravail. Mais il y a plein d'autres choses. Les comportements clients changent à travers ça, etc. Et du coup, se dire que, OK, on a le bon modèle et qu'on peut y aller pour des années, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche plus. Il faut vraiment être en capacité de se remettre régulièrement en question.
Et donc pour ça, on vous propose un outil qui est aussi vraiment très utilisé de manière très générale dans les structures d'accompagnement. C'est la SWOT, qui reprend finalement 4 éléments, les éléments internes, les éléments externes à votre entreprise, positifs et négatifs. Donc on va avoir les opportunités, qui sont les éléments positifs liés à votre environnement, une opportunité de marché, quelque chose qui se développe, qui serait à saisir. Les menaces, qui sont aussi liées à votre environnement extérieur, mais là qui sont les éléments négatifs. Et alors, en interne à l'entreprise, on a de manière positive les forces et les faiblesses. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil simple à mettre en œuvre, qui est facile pour poser le cadre et savoir où on en est. Un mot clé aussi, sans doute, ici, c'est l'idée de la veille stratégique. C'est de se dire qu'on n'est pas en vase clos, qu'il faut pouvoir être au courant de comment les choses évoluent. Et pour ça, il faut s'informer, réseauter, être en contact. On peut s'abonner à des magazines de presse, à des journaux. On peut être dans... Il y a plein de réseaux d'entrepreneurs, maintenant des réseaux féminins ou des réseaux spécifiques dédiés à certains secteurs d'activité. Il faut vraiment, je pense, prendre le pli d'être en contact avec ses pairs d'une manière ou d'une autre. Donc à la fois pour savoir ce qui se passe, les tendances, les nouveautés, mais aussi, on parlait tout à l'heure, même si on est indépendant, entrepreneur, on n'est pas forcément seul, il y a des choses qu'on peut faire ensemble avec d'autres. Donc je pense que ça, c'est vraiment important. Il faut être au cœur de son marché et ne pas s'isoler en tout cas. Et donc être dans cette idée que j'identifie les opportunités et puis je les intègre. Je les intègre au fur et à mesure à mon mode de fonctionnement, à mon entreprise, à ma proposition de valeur. Et je suis toujours dans ce cycle où j'anticipe, j'ai un coup d'avance sur les autres. Maintenant, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Le changement, c'est pas naturel, c'est pas inné. C'est facile de rester dans sa routine finalement. Donc, être bien conscient déjà de ce phénomène, que c'est pas naturel, et donc de se dire qu'il faut communiquer, que ce soit en interne avec son équipe, que ce soit en externe avec ses clients, avec toutes les personnes qui vont graviter autour du projet, et vraiment faire l'effort d'intégrer toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par le changement en question. De nouveau, un petit conseil qui peut paraître simple, mais qui est pourtant hyper important, se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs qu'on va appeler SMART, qui sont spécifiques, qui sont mesurables, on sait les évaluer, il faut absolument qu'ils restent réalistes, parce que parfois on a tendance à s'en mettre trop sur le dos. L'entrepreneur, il est un petit peu multicasquette, il doit faire un petit peu de tout, mais voilà, je pense que l'important c'est de se voir avancer. Donc il vaut mieux des petits objectifs, mais vraiment faire en sorte qu'ils soient atteints. Et donc voilà, la conclusion, c'est vraiment de se dire que prendre le temps de l'évaluation, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, ça vous permettra de faire mieux les choses, d'être plus efficace, d'aller au cœur de votre métier et finalement d'atteindre l'objectif que vous poursuivez. Et le petit schéma ici sur le slide résume un petit peu cette idée-là, qu'on est sur une évaluation qui est itérative, qu'on se fixe des objectifs, qu'on passe à l'action, qu'on les évalue et qu'on recommence tout en prenant le temps de standardiser. C'est un petit peu le cal là, du bas de la roue pour éviter de retourner en arrière. Voilà. Merci beaucoup, Violaine, pour ce décryptage fin de toute la structure financière, la durabilité, de la résilience, et donc une analyse, une économie circulaire et une analyse circulaire, itérative. Effectivement, c'est important. C'est vraiment en ce sens que cet outil nous est utile également, le business model Canva. On a quelques questions, on a 2 questions qui nous arrivent là. Une première question que je vous lis là. Donc, si 2 entrepreneurs ont des produits similaires et veulent s'associer, mais que leur seul point commun, c'est leur seul point commun, que pourriez-vous leur conseiller? Je pense que là, on touche au why, on touche à la vision. J'en profite pour dire que sur YouTube, vous trouverez le TEDx de Simon Sonnet qui parle des Golden Circles, ce qui est très, très intéressant. Est-ce qu'Aline, tu te sens d'apporter une réponse? Oui, j'entends dans la question que c'est l'unique point commun. C'est apparemment la partie technique ou le produit en lui-même. Et là, j'aurais tendance à répondre que non, ce n'est pas un bon indicateur. Si c'est la seule chose que l'on partage avec son associé. Et donc, ce que j'expliquais en début de webinaire, c'est que toute l'importance de définir son why, mais de l'écrire aussi, parce que quand on s'associe, on n'en parle peut-être pas avec l'autre personne, peut-être pas suffisamment. Et le fait d'avoir mis des mots, ça permet de mieux se projeter.
Et souvent, quand on a des associations, on aime bien aussi les aider à se poser certaines questions avant de se lancer, pour voir si en fait ils sont même au même diapason avant de se lancer dans l'aventure. Puisque ouais, c'est vrai que ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire en fait. Hein. Comment s'associer, comment faire en sorte c'est ça, sur des rails communes. Exact. Oui. Toute l'importance de converger vers une même raison d'être pour que l'activité tienne la route et qu'on puisse s'engager ensemble. Il y avait un exemple, nous on a accompagné de jeunes, pas si jeunes que ça finalement, mais qui voulaient lancer un bar avec tout un concept et tout ça. Et donc très aligné sur le côté, on va mettre des pompes à bière, on va faire ceci, on va faire ça va être génial et tout. Et puis, complètement, on aime bien les accompagner, ceux-là. Et puis on a fait, mais vraiment pas longtemps, juste une demi-heure, parce que ça se mettait bien, une demi-heure sur le why, et puis là, boum, complètement différent. Et donc vraiment, ça jetait un peu un froid quand même dans la suite du programme. Et après, je crois qu'ils sont repartis de là avec des bonnes questions. Mais vraiment, avant tout, je crois que c'est vraiment une aventure humaine, ce projet entrepreneurial. Donc s'il y a deux personnes qui ne sont pas alignées sur pourquoi elles le font, pourquoi elles vont se lever le matin, pourquoi elles vont aller convaincre des gens, comment est-ce qu'elles vont parler aux clients, si elles ne sont pas alignées là-dessus, tous les choix qui découlent de ça seront différents. C'est-à-dire, allez, on reçoit 20 000 euros. Dans quoi est-ce qu'on les investit en premier? Il y en a qui va partir là, l'autre va partir là. Donc ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'on va choisir comme partenaire? Ah ouais, celui-là, il semble super intéressant. Oui, mais non, moi, je ne suis pas aligné avec lui, je préférerais l'autre. Et en fait, tout va commencer à diverger. Donc, le conseil, c'est vérifier avant pourquoi vous vous associez, avant de partir ensemble. Ce pourquoi on veut trimer ensemble, on veut célébrer ensemble. Exactement. Une autre question, quelles sont les structures qui peuvent aider pour trouver le financement le plus adéquat? Tu as mis quelques liens sur la présentation, je sais pas si oui, alors là, évidemment, c'est difficile de faire tout le paysage, hein, parce que ça va dépendre de la taille du projet, ça va dépendre... mais voilà, on va terminer la présentation aussi en reprenant un petit peu déjà nos coordonnées. Donc voilà, en fonction du projet que vous avez, vous allez avoir toute une série d'interlocuteurs. En général, par exemple, on citait l'Asso Alfine tout à l'heure. L'Asso Alfine n'est pas une structure vers qui vous allez en direct. C'est à travers le banquier ou à travers d'autres structures que vous aurez accès à leurs produits, mais il ne sert pas à grand-chose d'aller frapper à leur porte en direct. Mais voilà, maintenant, pour savoir ne fût-ce que ce qui existe et quels sont les partenaires de l'Asso Alfine, en tout cas les partenaires bancaires, puisque c'est souvent des produits en cofinancement, on va appeler ça. Là, sur le site de l'Asso Alfine, et le lien est dans la présentation, on aura déjà un bel aperçu. Voilà. Le financement participatif, tu as parlé du crowdfunding, est très en vogue aussi, oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui se créent. Il y a beaucoup de plateformes, oui. Peuvent stimuler l'implication citoyenne, citoyens qui cherchent aussi de plus en plus de valeur dans les... Et des plateformes aussi qui ont fait elles-mêmes leur propre proposition de valeur et donc qui ne s'adressent pas toujours au même type de public. Donc aussi choisir sa plateforme en fonction du projet qu'on porte. Tout à fait, donc beaucoup de pistes. Une question qu'on peut peut-être aussi illustrer, est-ce que cet outil Business Model Canva, on sait le remplir seul ou est-ce qu'on doit être accompagné? Comment l'appréhender au mieux? Je pense qu'effectivement, là apparaît à l'écran les adresses des sites web de vos différentes organisations. Vous êtes certainement en première ligne pour pouvoir accompagner des porteurs de projets dans le décryptage de ce Business Model Canva et tous les éléments clés qui le constituent. Quel conseil auriez-vous à donner à un porteur de projet Je pense qu'on peut peut-être tous se relayer sur la question, mais qu'on est globalement tous d'accord. C'est que l'idée que, ici, on vient de présenter de manière relativement superficielle l'outil, mais que l'exercice de prendre du recul sur son projet, c'est difficile de le faire seul. Parce que, moi, je donne souvent l'image qu'un indépendant, un entrepreneur, c'est un peu comme les chevaux de tourisme avec les œillères. Et c'est normal, on est dans son quotidien, on est dans sa routine. Et donc, ce qui est bien, c'est justement d'ouvrir ses perspectives. Et c'est ça, le rôle de l'accompagnement. Enfin, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est de pouvoir vraiment faire un effet miroir et ouvrir ses perspectives, prendre du recul, aider l'entrepreneur à prendre du recul. Alors parfois, l'accompagnateur ne va quasiment même jamais apporter des solutions toutes faites. Il va plutôt poser des questions qu'apporter des solutions. Mais il est là pour challenger, pour aider la personne à se poser les bonnes questions et finalement elle-même à trouver les réponses
en fonction de sa personnalité, parce que 2 projets avec 2 personnes différentes qui ont des why différents ne mettront pas en place les choses de la même manière. Donc si c'est les solutions de l'accompagnateur, le porteur de projet ou l'entrepreneur ne les mettra pas en place. Donc on est dans cette idée proche effectivement du coaching, on va aller chercher le fonctionnement et challenger, oui c'est vraiment ça, le porteur de projet. Donc oui, je pense que l'accompagnement a tout son sens, mais comme on le disait un petit peu en tout cas dans la manière dont on travaille, le porteur de projet reste l'acteur, c'est lui qui est au cœur et qui doit piloter sa barque, quoi. Je crois qu'il y a un autre aspect aussi qui est que on entend souvent les entrepreneurs dire « Ah, je me sens seul, je suis seul. » voilà. Et donc, c'est aussi une manière de se faire accompagner, d'aller chercher du contact, Alors, du contact, on s'entend bien. La personne ne va pas travailler pour vous dans votre projet, mais elle va quand même vous challenger et vous allez faire avancer votre projet, mais plus tout seul. Vous pouvez faire un BMC tout seul dans votre salon en train de réfléchir. Ouais, je crois qu'on se sent très seul. C'est un grand moment de solitude quand on le fait. Moi, j'ai déjà fait. C'est vraiment, on est là tout seul devant son tableau. On fait, ouais, j'ai mis un post-it. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en n'en sais rien. Ne serait-ce que changer d'environnement, avoir quelqu'un à côté qui maîtrise l'outil. Peut-être pas votre projet, mais maîtrise l'outil. Il sait un peu vous guider avec des questions sur comment le remplir. Je crois que ça doit faire un bien fou. Enfin, ça fait un bien fou. Et challenger une équipe aussi, peut-être pour une entreprise qui est déjà en place, qui n'a jamais utilisé l'outil, qui le découvre, on l'espère, par cette présentation. Oser peut-être le confronter à une équipe en place, ça permet vraiment d'engager le personnel, les travailleurs, dans l'avenir de l'entreprise. Et si on sent que le vent tourne un peu et que les choses risquent de changer un peu pour l'entreprise, ça peut être un bon outil pour mener cette réflexion. Totalement. Et là aussi, se faire accompagner a beaucoup de sens, puisque si c'est le directeur ou le responsable de l'unité qui va animer l'outil, ben, il a du mal à animer et à le remplir en même temps. Or, si on se fait accompagner, ben, de nouveau, ça veut dire que toute l'équipe participe pleinement à l'exercice, est vraiment concentrée sur délivrer le contenu. Et à côté, on a un facilitateur qui maîtrise l'outil et qui peut un peu aiguiller, voire un peu organiser peut-être le temps de parole ou ce genre de choses entre les différents membres. Mais donc, se faire accompagner, moi, je trouve que c'est très important. Et ben voilà, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cet atelier, ce webinaire. Merci Céleste, merci Aline, Violaine, Sébastien d'y avoir participé. C'était un vrai plaisir. Moi-même, j'ai appris énormément de choses. Voilà, n'hésitez pas, vous retrouverez, si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous pourrez recevoir cette présentation. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous êtes tombé sur ce webinaire via Facebook, n'hésitez pas à aller vous en inscrire. Je pense que la présentation pourra être disponible aussi si vous revoyez en différé cette vidéo. Nous vous remercions pour votre attention, vous qui êtes derrière de l'écran. Et j'allais dire à bientôt, mais pourquoi pas, on est lancé une prochaine. Voilà. Au revoir. Merci. Merci.